Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui avec les actualités qui ont marqué la semaine, suivi d'un reportage avec M. Jean-Sébastien Roch pour découvrir le programme de robotique du Collège Saint-Hilaire. On rend visite à M. Sylvain Lapointe, directeur général du Covabar, pour discuter d'un projet d'envergure visant à développer un modèle de cohabitation durable sur la rivière Richelieu. Ensuite, notre journaliste Marie-Ève Brisebois rencontre Mme Dominique Dumouchel, agente culturelle à la ville de Belleuil, pour en savoir plus sur l'organisation d'un événement comme celui du Chaufferette. Finalement, Audrey Schenck, experte en cybersécurité, nous retrouve en studio pour parler de la durée de vie utile de nos appareils électroniques. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission! Voici vos actualités sélectionnées par l'équipe de TVR9. Suite aux nombreuses réactions qu'a suscité le début des travaux d'abattage sur le terrain de Nordvolt lundi soir dernier, la ville de Saint-Basile-le-Grand tient à rassurer les citoyens que le permis émis reflète la réglementation municipale et que l'entreprise procédera aux différents travaux en conformité à celle-ci. Conformément à la réglementation municipale relative au bruit qui autorise les travaux de 7 h à 21 h, Nordvolt a confirmé son intention d'effectuer l'abattage d'arbres durant la plage horaire autorisée. À la séance ordinaire du 15 janvier dernier et faisant suite à la démission de la directrice générale par intérim et greffière, le conseil municipal de la ville de Saint-Basile-le-Grand a procédé par résolution à l'embauche de M. Martin Saint-Gelais à titre de directeur général par intérim. M. Saint-Gelais entrera donc en fonction dès le 22 janvier. La ville de Mont-Saint-Hilaire est fière de collaborer pour une 3e année à la réalisation du Festiglace. Cet événement hivernal haut en couleurs et unique à la région est organisé par le Centre des arts Tout à fait d'accord. Le Festiglace se tiendra cette année du 25 au 29 janvier au Parc des Mers à Mont-Saint-Hilaire. La ville de Chambly est fière de souligner le travail exceptionnel de Mme Louise Leduc, récipiendaire du prix Le Brigadier favori du Canada. Chaque année, depuis 2005, l'organisme de bienfaisance canadien Parachute, qui travaille à la prévention des blessures, souligne le travail exceptionnel des brigadiers. Le concours annuel a pour objectif de mettre en lumière celles et ceux qui sont en première ligne pour assurer la sécurité des enfants à travers le Canada. Depuis plus de 40 ans, Mme Leduc se dévoue corps et âme pour assurer la sécurité des enfants de la ville de Chambly. Pour sa victoire, Mme Leduc recevra une plaque sur laquelle est gravé son nom en tant que brigadière favorite du Canada, accompagnée d'un chèque de 500 $ remis par Desjardins, partenaire exclusif du concours. L'école Sainte-Marie recevra également un chèque de 500 $. Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire, la ville de Belleuil a adopté un règlement qui vise à encourager le remplacement des systèmes de chauffage au mazout par des systèmes alimentés exclusivement à l'électricité ou utilisant des énergies renouvelables. De l'aide financière est disponible. Rendez-vous sur le site de la ville de Belleuil pour tous les détails. Saint-Marc-sur-Richelieu vous invite à célébrer l'hiver le 27 janvier prochain de 13 h à 16 h. Feux, churros, patinage libre, jeux d'adresse géants et animations ambulantes par les entêtés sont au rendez-vous. Du côté de Saint-Charles-sur-Richelieu, c'est le carnaval d'hiver qui aura lieu également le 27 janvier de 11 h à 16 h au Parc des Six-Comtés. C'était vos actualités TVR9. Jean-Sébastien, vous êtes le coach de l'équipe Robot Montagnard pour la compétition de robotique FIRST. Qu'est-ce que c'est cette compétition-là d'envergure mondiale? En fait, la compétition de robotique, c'est juste un prétexte, en fait, pour amener les jeunes dans l'ingénierie. Le terme FIRST veut dire favoriser l'inspiration et la reconnaissance des sciences et des technologies. L'idée avec ça, en fait, c'est beaucoup plus que des robots. L'idée, c'est d'amener les jeunes à réfléchir par eux-mêmes, à concevoir un défi, pour les pousser plus tard avec ces connaissances-là pour aller en ingénierie, dans le fond, dans ce secteur-là qui était en pénurie. Donc, c'est une grosse compétition internationale qui a lieu à travers le monde. Il y a plusieurs équipes, on est environ 3 à 4 000 équipes dans le monde entier. Nous, cette année, on s'est inscrit au Stade olympique à Montréal, vu que c'est près du Collège Saint-Hilaire. Mais il y a des compétitions un peu partout dans le monde. Il y en a en Ontario, il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a au Mexique, il y en a partout.
Si on gagnerait, exemple, les régionales cette année, on va aller jouer aux États-Unis contre 600 équipes. Wow. Ici au Québec, on est, j'ai pas le chiffre exact pour l'instant, mais je crois qu'on est une cinquantaine d'équipes là, qui vont s'affronter une contre l'autre. Puis ici, le programme de robotique, c'est un programme parascolaire. Donc, ça s'adresse à quels élèves de l'école? C'est à tous les élèves de l'école, de secondaire 1 à 5, et même des anciens du cégep peuvent revenir. Toi, comme la semaine prochaine, j'ai des plus vieux qui vont revenir ici dans la classe pour aider, à titre de mentor, d'autres jeunes. Donc, c'est une boucle, dans le fond. Une fois que les jeunes sont inscrits là-dedans, ils vont aller la majorité, en fait, vont aller faire des études en ingénierie. Puis ceux qui sont vraiment passionnés, là, ils vont revenir ici dans l'équipe, même quand ils ne sont pas à l'école. Puis, devant nous, on a le début de ce qui sera le robot pour la compétition. Donc, vous avez combien de temps pour construire ce robot-là? Cette année, c'est très court. Le lancement a eu lieu le 6 janvier et la compétition va commencer le 28 février. Donc, ça nous laisse environ 6 semaines pour concevoir le robot. Mais là-dessus, il faut aussi commander des pièces sur Internet. Il faut gérer les stocks qui sont en rupture, exemple, ou des pièces qui sont défectueuses. Donc, ça va très, très vite. Oui. Combien de temps est-ce que les élèves passent en dehors des cours sur ces projets-là? Bien, dès le début du lancement, le 6 janvier, on a eu une journée, le 6 janvier, ici à l'école avec les parents puis les élèves. Puis là, on s'est mis en mode un peu turbo cette année parce qu'on, comme je disais, on a un temps très court. Donc, on va se rencontrer 2 soirs semaine, puis on va se rencontrer aussi les samedis. Wow. Si on a besoin de plus de temps, on pourrait donner peut-être des dimanches par la suite, là, mais pour l'instant, c'est 2 soirs semaine, mais de 3 heures. 3 heures chaque fois. Oui. Puis, il y a combien de personnes dans l'équipe? On est 22 élèves dans l'équipe avec 2 coachs. Il y a moi et David Robitaille qui est un autre coach aussi dans l'équipe. Et cette année, donc, vous devez bâtir un robot. À quoi va-t-il servir? C'est quoi le défi qu'il doit remplir? Bien, en fait, nous, on a opté cette année, bien, en fait, le défi qu'il a rempli, premièrement, c'est cet anneau-là. Il doit pouvoir le récupérer au sol, où il y a une station humaine aussi que l'anneau peut être déposé dans le robot. Ensuite, il doit marquer des points. Donc, l'anneau doit être propulsé dans les airs puis marqué un peu comme un panier de basketball, là, si on veut. Ouais. Donc, il va lancer l'anneau à l'intérieur de ça. Nous, on a opté pour une base avec des roues mécanomes qui permet au robot de se déplacer latéralement sur tous les sens comme ça. Donc, on est au tout début, là. On vient de recevoir ce kit-là de roues qu'on a installé lundi passé. Puis là, ce soir, on va continuer de poursuivre avec la mécanique du robot. Et justement, les élèves vont bientôt terminer leur cours, donc on va aller les rejoindre, on va les regarder travailler. Merci de nous avoir donné une introduction à ce concours-là, puis on va aller discuter avec eux. Parfait. Thomas, c'est ta 2e année de participation à la compétition. Comment ça s'est passé ton expérience l'année passée? L'année passée, dans le fond, on touchait un peu à tout au début parce qu'on ne savait pas ce qu'on voulait faire. Donc, moi, l'année passée, j'ai fait de la mécanique, de l'électronique, j'ai même fait un peu de programmation. Zachary, tu es en secondaire 2. Tu as vécu l'expérience l'année passée. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Bien, je retiens qu'il faut surtout aller vite pour faire le robot parce qu'il y a plein de tests à faire. Comme l'année passée, un moment donné, on a des moteurs qui avaient brûlé parce qu'on forçait trop, donc on a dû changer certaines affaires dans le robot. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas tout prévoir. Et toi, cette année, c'est quoi le rôle que tu aimerais jouer au sein de ton équipe? Ben moi, c'est surtout la construction du robot parce que je suis pas super bon en programmation. Par contre, j'aime ça construire des affaires. William, toi, tu t'es joint à l'équipe l'année passée après la compétition, mais tu es vraiment un passionné là, de tout ce qui touche aux technologies puis à l'ingénierie. En effet, j'ai commencé vraiment jeune à essayer de défaire certains objets, étant comme des jouets, des trucs comme ça, avec des tournevis. Que mon père, au début, il a voulu spécialiser justement dans l'électronique, mais finalement, c'est pas ça qu'il a gardé. Il est gestionnaire en informatique de projet, donc il y a plein d'objets qu'il a gardés que moi, je peux utiliser maintenant. Puis l'été dernier, tu me disais que tu t'es procuré une imprimante 3D. Donc, est-ce que c'est le genre d'outils à la maison que tu peux utiliser ici pour le défi? Ben, surtout des pièces de test. Donc, je vais regarder chez moi des pièces que je peux imprimer, de voir les défauts, puis d'après ça, l'imprimer potentiellement ici avec les bons filaments. Parce qu'il y a certains filaments que moi, je n'ai pas chez moi. Donc, des filaments qui vont être plus solides, en caoutchouc, peu importe. Puis, c'est quoi qui t'intéresse le plus dans le programme là, de robotique?
Le CAD, donc la modélisation 3D, parce que moi, je suis vraiment imaginative, j'aime beaucoup tout ce qui est créatif. Donc, le fait d'aimer l'électronique, puis tous les projets, puis de pouvoir faire ce que je veux avec mon imagination, c'est vraiment utile pour moi dans la vie. Merci, William. Annabelle, tu es en secondaire 3, c'est ta 2e année de participation à la compétition. Et toi, c'est quoi que tu aimes le plus dans ce programme-là? Ce que j'aime beaucoup, c'est la partie penser à comment faire le robot. Donc, mettre toutes les parties, admettons, des règlements en même temps pour savoir quelle partie on peut faire dans le robot, quel point on va pouvoir faire, quelle façon serait la plus importante de construire le robot pour faire le plus de points possible. C'est ça, parce qu'il y a une partie stratégique. Là. Au-delà de la construction du robot, il faut aussi penser au nombre de points qu'on va aller chercher. Oui, donc on a un gros manuel cette année, je pense, qui est 149 pages. Fait que ça fait beaucoup de règlements à respecter puis à penser à. Il y a le poids, il y a la grandeur, il y a certaines pièces, on peut juste les manipuler d'une certaine façon, puis il faut prendre tout ça en compte pour construire le robot. Donc, toi, tu es comme la maître du cahier de 140 pages. En partie, c'est un peu dur de se rappeler de tout, fait qu'on préfère quand les autres membres de l'équipe aussi, au moins les parties qui vont les concerner dans la programmation ou dans la construction, mais en général, oui. Laurent, toi, ça va être la 3e fois que tu participes à la compétition de robotique FIRST. Donc, est-ce que d'année en année, le programme évolue ici? Est-ce que vous êtes meilleur à chaque fois? Bien, oui, évidemment, on s'améliore avec chaque année parce que les membres ils prennent la pratique, ils s'habituent à utiliser les outils, puis on est capable de penser le mécanisme plus facilement parce que ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Fait qu'évidemment, notre performance s'améliore à chaque année, comme l'année passée. Je pense que overall, ces points, on était comme 7e sur 40, fait que ça va de mieux en mieux. Puis, est-ce que vous vous êtes donné des objectifs cette année? Aimeriez-vous arriver dans le top 5, par exemple? Bien, on n'a pas vraiment parlé en équipe, mais je pense que tout le monde ici espérait avoir le meilleur score possible puis aller le plus loin possible. Donc, Christine, tu as été nommée capitaine de l'équipe, mais en quoi ça consiste, premièrement, ton rôle de capitaine? Ça varie beaucoup d'une soirée à l'autre parce que c'est sûr que je peux pas tout le temps être disponible pour l'équipe, mais les quelques fois où je suis là, j'essaye le plus possible de m'assurer que dans chacun des secteurs qu'on travaille sur le robot, que ce soit la mécanique ou la programmation, voir que tout se passe bien et s'assurer qu'on essaie d'être le plus productif possible. Merci, Christine, et merci à toute l'équipe de nous avoir partagé votre expérience. Puis on vous souhaite vraiment bonne chance pour la compétition. On va revenir vous voir puis voir l'évolution de votre robot, c'est certain. Merci. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Le Couva-Barre a annoncé le lancement d'un projet d'envergure visant à développer la cohabitation durable sur la rivière Richelieu. Et on va rejoindre M. Sylvain Lapointe, directeur général du Couva-Barre, pour en discuter davantage. C'est le 14 novembre dernier que le Couva-Barre et la Fondation Rivière ont annoncé le lancement d'un projet d'envergure. Monsieur Sylvain Lapointe, directeur général du Couva-Barre, est ici pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Donc, quel est exactement ce projet? Bien, ce grand plan, c'est un plan de concertation pour des actions dans le Fonds de développement durable pour la rivière Richelieu. Ce que ça dit, ça vise 3 éléments. De 1, faire une instance de concertation pour réguler, si on veut, la circulation sur la rivière Richelieu. De 2, à partir de là, on va créer ce qu'on appelle des ARS, c'est-à-dire des zones d'activité récréo-touristique qui nous permettraient de développer des corridors, justement, où on pourrait partager la voie fluviale, partager certains corridors de circulation sur la rivière. Et le 3e élément principal, dans le fond, ça vise à mettre en valeur tout le potentiel récréo-touristique de la rivière Richelieu. Donc, si on revient au premier élément, qui est de réguler la vitesse sur les zones navigables, comment en ce moment ces règlements-là sont appliqués? Bien, actuellement, les règlements, c'est la loi de la marine marchande qui réglemente sur la rivière Richelieu. Alors, aussi incongru que ça puisse paraître, le kayak, comme le cruiser de 38 pieds, est soumis, dans le fond, aux mêmes règles de circulation, aux mêmes règles de surveillance par les forces policières. Alors, c'est ce qui fait que les 4 municipalités de la MRC, ici, qu'on appelle les 4 municipalités du Nord, dans la vallée du Richelieu, se sont dotés d'un règlement, éventuellement, dont on attend la réponse de Transport Canada pour officialiser le règlement. Alors, à partir de là, on a quand même dénoté
une volonté de concertation au niveau de la région, puisque au niveau de l'application du règlement, on vit quand même différentes modulations, je dirais, d'une certaine façon. D'une région à l'autre. D'une région à l'autre. Et alors là, dans la vallée du Richelieu, il y a une problématique. Dans le Haut-Richelieu, on vit la circulation sur l'eau d'une autre façon. Et dans le Bas-Richelieu également. Et il y a une partie, d'une certaine façon, qui ne sera pas touchée non plus parce que c'est le canal de Chambly, donc qui est déjà, d'une certaine façon, réglementé. Alors, c'est ce qui fait que toute cette grande démarche-là vise à faire en sorte qu'on puisse aussi développer des secteurs où les gens vont se sentir à l'aise aussi de venir circuler dans leur embarcation, puisqu'il y a des secteurs de la rivière, comme j'aime à dire, le samedi matin de 8h à 10h, faire du kayak, c'est un sport de détente, mais passer 10 heures, ça devient un sport extrême. Alors, en ce sens-là, on va faire appel à la civilité aussi des plaisanciers et des usagers aussi, parce que depuis la pandémie, on a quand même une recrudescence d'usagers qui font des sports non motorisés, comme le paddleboard, le kayak, etc. Alors, c'est nécessaire, je pense, de trouver une façon que je pourrais dire civique de justement partager la rivière, partager le cours d'eau et faire en sorte que nous, ça répond aussi à un élément de notre plan directeur de l'eau qui est l'accessibilité au plan d'eau. Alors, c'est ce qui fait que ce projet-là, on l'a bâti avec Fondation Rivière. On a eu l'appui des MRC, principalement de la vallée du Richelieu. D'autant que les maires ici de la vallée du Richelieu ont fait le 21 septembre, d'une certaine façon, ce que j'appellerais une déclaration d'amour à la rivière Richelieu et on applaudit à cette démarche-là. Et ça fait en sorte aussi que, justement, on va pouvoir faire en sorte de réunir l'ensemble des parties prenantes, là, puis des forces touristiques aussi de la rivière pour faire en sorte, d'une certaine façon, qu'on puisse en faire un élément de développement économique et touristique également. Et donc, de mettre en valeur vraiment cette région-là. Et comme vous l'avez mentionné, que les gens se sentent à l'aise de venir pratiquer leur sport favori ici. C'est l'objectif ultime. Et évidemment, avec cette initiative, ça va être de créer un modèle dans la région, quelque chose qui n'existe pas pour le moment. Merci, M. Lapointe, de nous avoir partagé les éléments les plus importants de ce projet d'envergure pour la région. Bienvenue. L'Histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec des spécialistes de divers aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. Votre histoire. À quel moment est-ce que vous devriez vous départir de vos appareils électroniques et les changer pour une nouvelle version? Eh bien, c'est à cette question qu'on répond aujourd'hui avec Audrey Schenck, experte en cybersécurité. Donc, ordinateur de bureau, ordinateur portable, cellulaire, souvent, on aime les garder longtemps parce qu'on a payé cher pour, mais c'est peut-être pas la meilleure pratique. Non, effectivement. Puis il y a différents points de vue par rapport à la question, Andréane. En fait, il y a le point de vue écologique, puis il y a le point de vue fonctionnel, puis il y a le point de vue, bien sûr, de la sécurité. Au niveau de l'écologie, bien, c'est sûr que si on garde nos appareils plus longtemps, bien, on a une moins forte empreinte sur la planète. Ça, c'est un très bon point. Néanmoins, il faut faire attention parce que quand on parle aussi de sécurité informatique, les fabricants des appareils ou leur système d'exploitation, donc le système qui est dans le téléphone ou dans l'ordinateur, a une durée de vie lui-même. Donc souvent, le fabricant ou le distributeur va proposer de 3 à 5 ans pour lesquels il va y avoir des mises à jour de sécurité. Donc souvent, ce n'est pas nécessairement que l'appareil physiquement n'est plus bon ou il y a de la boucane qui sort de ça, mais c'est qu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité et donc on s'expose à des risques et on ouvre une porte grande comme ça pour les pirates informatiques. Oui, puis pour revenir au point de vue écologique, il y a quand même une différence entre garder son téléphone de 3 à 5 ans ou le changer à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort. Donc 3 à 5 ans, ça reste assez raisonnable du point de vue écologique. Quand on parle de sécurité, donc, vous l'avez mentionné, on ouvre la porte grande ouverte. Ça veut dire quoi? C'est si je ne fais pas ma mise à jour ou si mon système ne me le permet plus, j'ai plus de chances de me faire attaquer? Oui, exactement. Donc, c'est comme s'il y avait une faille qui n'avait pas été, comme s'il y a un trou qui n'avait pas été bouché. Fait que quand on ne peut plus faire nos mises à jour, bien, le trou reste ouvert, puis plus on avance dans le temps et plus on a différents trous qui restent ouverts, accessibles aux pirates. Est-ce que c'est la même chose si j'ai un appareil récent
mais que je ne fais pas ma mise à jour. Est-ce que c'est un peu la même chose qui arrive? Tout à fait. OK. Donc, tout appareil, qu'on parle d'un téléphone mobile ou qu'on parle d'un ordinateur portable, que ce soit avec du Apple ou sous Windows ou sous Linux, on devrait toujours faire nos mises à jour le plus rapidement possible. Et quand on magasine pour se procurer un nouvel appareil, que ce soit un ordinateur portable, un téléphone cellulaire, souvent, évidemment, on va regarder le prix, mais est-ce que le prix veut dire une meilleure qualité, une meilleure sécurité également? Oui puis non, dans le sens où il faut comparer des pommes avec des pommes, puis je vais justement faire le parallèle avec la compagnie Apple, qui font de très bons appareils, mais il faut comprendre qu'on paie aussi pour la marque. Néanmoins, ce sont des appareils souvent bien conçus et qui sont robustes, mais les gens ont tendance à comparer avec des ordinateurs achetés en grande surface à 300 ou 500 $. Donc, dans un sens, on paye quand même. On a pour quoi on paye. Néanmoins, il n'y a pas juste ça, il y a le facteur aussi de la marque puis de la réputation. Oui. Donc, si je paie, par exemple, un ordinateur portable Apple 2000 $, ça ne garantit pas que mon appareil va durer plus longtemps, mais est-ce que ça me garantit peut-être que je vais être mieux protégée? Pas nécessairement, parce que la plupart, qu'on parle d'Apple, Google, Microsoft, souvent les durées de vie utiles en termes de mise à jour de sécurité sont de 3 à 5 ans. Donc, même l'ordinateur que ce serait pour faire du montage vidéo qu'on pourrait payer 5-10 000 $, la durée de vie du système est de 3 à 5 ans. Puis il faut comprendre aussi qu'il y a un point de vue fonctionnel dans tout ça. Donc, des fois, je dis aux gens, bien, effectivement, la durée de vie de l'appareil est de 3 à 5 ans également. C'est pas parce qu'il est plus bon ou que les touches du clavier sont brisées ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, on demande toujours plus à nos appareils électroniques, puis la technologie avance. Donc, si ça fait 6, 7, 8 ans que je garde mon appareil, il ralentit, puis surtout dans un cadre corporatif, que je mets plus de temps à faire mon travail parce qu'il bug ou parce qu'il est plus lent, bien, c'est là que les organisations aussi écopent là, en termes de salaire et tout ça. Là. Merci, Mme Chang, d'avoir répondu à nos questions sur la durée de vie utile des électroniques. Puis on rappelle aux gens que s'ils ont à récupérer leurs appareils, il y a des moyens écologiques de le faire. Merci beaucoup. Absolument, merci. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Nous accueillons en studio aujourd'hui Mme Dominique Dumouchel, agente culturelle à la Ville de Belleuil. Bonjour, Mme Dumouchel. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler d'emblée de la 10e édition du Festival Chaufrette. Est-ce qu'on dit festival? Oui, Festival Chaufrette, oui. Effectivement. Donc, ça va avoir lieu à la fin du mois de février. Quelle date précisément? 23 et 24, un vendredi, samedi soir. Et de quelle façon la Ville met en place un aussi beau festival? C'est une très bonne question. Le festival en a sa 10e édition cette année. Le festival est vraiment parti dans une thématique de développement économique. Alors, comment mettre sur pied? Il faut toujours avoir l'idée de l'essence du festival. Donc, développement économique, donc de mettre plusieurs acteurs ensemble, c'est vraiment de faire une espèce de casse-tête puis d'assembler les pièces dans une pertinence. Et puis, Chaufrette a été lancé aussi dans l'idée de mousser l'hivernal dans le Vieux-Belleuil. Ah oui, hein? Et il y a toute une sélection qui doit avoir lieu avant Noël pour les candidats avec un comité, je crois. Oui, exact, parce que le festival a des projections sur l'Église. On est sur le terrain du parvis de l'Église. Et puis, il y a des projections. C'est vraiment un festival d'art numérique et de musique. Et puis, il y a une section pour les œuvres qui sont projetées sur l'Église. Et puis, il y a une section aussi pour tous les artistes, les DJ, les VJ notamment. Donc, qu'est-ce qui va avoir lieu sur place? Vous parlez de DJ, d'artistes de projection. Oui. Il va y avoir aussi d'autres attraits, je peux dire? Oui, on a plein de participations. On essaie de mêler plein d'acteurs pertinents dans le milieu. On va avoir du théâtre d'écoute avec l'arrière-scène, un organisme culturel de la ville. On va avoir un camion défi évasion. On va avoir des restaurateurs locaux du Vieux-Belleuil. Il va y avoir des marionnettes géantes illuminées. On va vraiment dans une thématique. Le festival s'appelle Chaufrette, comme vous avez dit. Donc, chaud et froid. On va vraiment jouer sur ces thématiques-là cette année. Puis j'imagine que ça prend plusieurs partenaires. Beaucoup. Oui, pour un festival, c'est quand même le nerf de la guerre. La Ville contribue beaucoup, mais on ne fait que grossir, que grossir, que grossir. On a une super belle technologie. Les arts numériques, c'est un peu le pendant. C'est que ça prend des projecteurs de qualité, ça prend de la technique de qualité, puis on a beaucoup de festivaliers présents. Donc, cette année, en nouveauté,
On a fait un super beau partenariat avec Tourisme Montérégie, Culture Montérégie. On a également la Fabrique culturelle Télé-Québec qui sont là, qui aident à être élever notre festival. C'est ça. Et la réponse des citoyens est vraiment grandissante au fil des années. Exact. L'année passée, sachant qu'on allait fêter notre 10e, on a envoyé un sondage auprès des citoyens avec l'aide de la Ville et des communications. Et puis, on a vraiment scruté 170 personnes, citoyens. Puis, c'est vraiment comme ça qu'on essaie de construire le festival avec les demandes, notamment des suggestions de DJ, des suggestions d'activités. Puis, c'est comme ça qu'on souhaite faire plaisir aux citoyens de la Ville de Belleuil. Et de quelle façon, lorsque vous recevez les artistes, les candidatures des artistes, le comité, il doit vraiment faire une sélection, mais vous y allez vraiment plus largement possible, à l'intérieur d'accepter tout le monde? Exactement. Nous, on projette pas loin de 120 œuvres sur l'Église. On priorise toujours le local, ça c'est sûr, mais il y a quand même des critères parce qu'on projette des œuvres sur du béton. Donc, on veut des œuvres qui soient lumineuses, on veut des œuvres qui portent un bon message aussi. Donc, on veut vraiment cette sélection-là, mais on essaie d'être le plus inclusif possible. Et les artistes doivent s'inscrire toujours dans la période de candidature qui est avant Noël. Exactement. Nous, on lance un appel sur différentes plateformes, sur nos réseaux de communication de la Ville. Et puis, on a toujours une bonne réponse, un bon bassin. Puis, on contacte toujours aussi les artistes des éditions passées, puis être grandissant de plus en plus. Donc, vous êtes toujours en train de préparer le prochain, en fait. Toujours. C'est toujours. Comme une roue. Oui, on termine un festival. Tout de suite, on embarque dans un bilan. C'est ça le nerf de la guerre. Il faut être encore dans cette espèce de frénésie-là pour la comprendre. Puis, à la Ville, on a un festival hivernal avec Chaufferette, puis on a un festival estival avec Capoute. Donc on en termine un, on suit de saison en saison. Donc, on alterne les 6 mois dans l'événementiel. Donc, Mme Dumouchel, les citoyens sont très heureux à chaque année d'y participer. C'est ce qu'on entend dans la Ville en général. Merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci à vous pour cette belle plateforme. Merci. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous. Si vous connaissez bien les organismes communautaires de la région, entre Chambly et Saint-Denis-sur-Richelieu, TVR9 est présentement à la recherche d'un ou d'une recherchiste pour nous aider à organiser les entrevues de l'émission Dans la vallée. Également, on vous rappelle que votre télévision régionale vous appartient. N'hésitez surtout pas à entrer en communication avec nous pour nous faire part de ce qui se passe dans votre communauté. Vous pouvez nous écrire en tout temps. Sur ce, bonne semaine à tous.